Je vais vous présenter rapidement nos trois panélistes, puis après ça, je vais les laisser se présenter de manière plus extensive. Fait qu'on a Leïla Senoussi, qui est consultante chez LS Conseil. Bonjour Leïla. Bonjour. Frédéric Parr, qui est chercheur de talent chez Torrent Solutions. Bonjour Frédéric. Bonjour, bon matin. Et Stéphanie Perrault, qui est présidente de l'Alliance des ressources humaines. Bonjour, bon matin. Bon matin. Un petit peu de contexte, puis après ça, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour pour nous expliquer pourquoi vous êtes là ce matin. Donc, je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi, différent, mais on dirait que la pénurie de main-d'œuvre, on en entend moins parler. Fait que ça, je vais être curieux de vous entendre. Aussi, veux pas, avec tout ce qui se passe en immigration chez nos voisins, mais chez nous surtout, ça va avoir des enjeux sur le capital humain. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre les capacités de rémunération, les capacités et les besoins du marché. Fait que ça, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le volet du capital humain. Et ben, il ne faut pas se leurrer, le défi humain des relations interpersonnelles reste au quotidien. Puis on va pouvoir, c'est un autre des sujets qu'on va aborder ce matin. Donc, je vais laisser Laila se présenter en premier, après ça Frédéric, puis je vais terminer avec Stéphanie. Laila, qui es-tu et pourquoi on t'a invité ce matin à nous parler de capital humain? Alors, donc moi, c'est Leïla Senoussi. Je suis consultante en ressources humaines. Ça fait 16 ans maintenant que je fais ça pour plusieurs secteurs d'activité et depuis maintenant 3 ans, j'accompagne mes clients qui sont des OBNL dans leurs problématiques de ressources humaines et de capital humain. Euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure que même si certains OBNL avaient des problématiques de budget pour ne pas avoir de ressources en interne, c'est pas pour autant que vous en aviez pas besoin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous accompagner dans ça. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que l'une de mes spécialités, c'est le recrutement. Donc, je vois toutes ces questions-là qui reviennent très, très souvent. Donc, voilà. Bon, bon matin à tous. Mon nom est Frédéric Parr. En fait, je suis associé partenaire au sein du cabinet de chasseurs de tête Torrance Solutions, maintenant Torrance Talent. Ça fait plus de 18 ans que l'organisation existe. Ça fait plus de 10 ans que nous accompagnons les OBNL dans le recrutement, je dirais spécialement au niveau des postes de DG et les postes de DGA. On couvre tout le Québec de notre côté. Évidemment, on accompagne au niveau du recrutement, mais également on va offrir du service conseil au niveau de la rémunération et également au niveau du marché de l'emploi dans son ensemble. Et également à l'interne, on a une équipe dédiée spécifiquement pour le recrutement auprès des OBNL. Et ce matin, je suis très heureux de pouvoir partager l'information auprès de vous. Au plaisir d'avoir des discussions. Bon matin, Stéphanie Perrault, Oui, présidente Stéphanie. d'Alliance Ressources humaines. Oui, j'ai ouvert mon micro et je suis partie. Donc, ça fait 10 ans qu'on est un cabinet en gestion des ressources humaines. On travaille partout au Québec. On a 50% de notre clientèle que c'est des OBNL. Donc, on est 15 professionnels RH. On offre des services 360. Ça commence bien sûr aussi au niveau souvent recrutement, chasse de tête, mais jusque malheureusement des fois au congédiement. Donc, on peut vous accompagner dans l'évolution de votre personnel. Nous, on aime bien travailler entre les deux, hein, les deux entre le recrutement et le départ d'un employé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire entre les deux. Principalement, on travaille en gouvernance aussi avec les conseils d'administration et les directions générales pour arrimer hein, les orientations, pour qu'on puisse aussi faire vivre les stratégies, les orientations dans les directions générales et dans les organisations. Donc, ça peut être au niveau des évaluations de rendement, des plans stratégiques. Bref, tout ce qu'un DG doit faire et gérer avec leur personnel, nous, on est là pour les accompagner. Donc, j'ai bien hâte de voir aussi vos questions. J'espère qu'on va pouvoir y répondre. Merci à vous trois. Écoutez, on va y aller vraiment avec la première question, moi, qui me venait, puis je suis curieux de vous entendre. Est-ce qu'on peut encore parler d'une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des OBNL?
Moi, j'ai certains DG à qui j'ai parlé, ils disent, ah oui, on a encore bien de la misère à recruter. Puis il y en a d'autres qui disent, ah ben, ce qu'on faisait avant, on publiait dans nos réseaux sociaux, puis là, oups, ça recommence à postuler, on sent que c'est moins difficile. Frédéric, je serais curieux de commencer avec toi, avoir ton opinion là-dessus, puis après ça, je vais En, aller à nos autres amis. en fait, je dirais pénurie de main-d'œuvre, non. Plein emploi, oui, dans le sens que quand il y a pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'il y a plus de postes ouverts qu'il y a de ressources disponibles. Là, je pense que, ben, moi, je parle spécifiquement pour des postes de DG et des postes de DGA, donc, qui est notre spécialisation. Donc, c'est majoritairement des postes comme ça qu'on fait de notre côté. Nous, ce qu'on voit, c'est que depuis les 2 dernières années, particulièrement depuis la dernière année, on a davantage de candidatures qu'on a des postes de DG et des postes de DGA. Cependant, les candidatures que nous avons, c'est souvent des gens qui sont à l'emploi. Donc, alors qu'il y a quelques années, on sentait que on sollicitait des gens et on avait beaucoup moins de retours. C'était beaucoup plus difficile d'amener une candidature intéressante dans le processus, alors que maintenant, on sent que le marché est plus ouvert là, dans l'ensemble. Donc, moi, si j'avais à résumer, c'est vraiment ma phrase du début, je dirais pénurie de main-d'œuvre, je ne crois plus pour les postes concernés. Cependant, je pense qu'on est encore dans le plein emploi, alors que si on compare avec le privé, dans le privé. Là, on a encore de la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs et je serais curieux justement d'entendre Stéphanie et Leïla justement par rapport à ça également. Leïla, vas-y donc. À toi la parole. Euh, je rejoins un petit peu Frédéric dans le sens où effectivement, on voit que durant la dernière année, il y a beaucoup plus de gens qui postulent dans plusieurs profils et profils différents. Je dirais que n'empêche qu'au niveau des OBNL, il reste toujours la problématique des fois de trouver le bon profil, notre besoin et de l'arrimer avec nos ressources en interne, financières, etc. Euh, parce que notre concurrence, en fait, au niveau du capital humain, c'est toujours le privé. Donc, ce qui fait que ça, je dirais, il y a des candidatures, peut-être beaucoup plus, mais on a toujours cette problématique de pouvoir offrir peut-être les salaires à hauteur de la concurrence. Donc, voilà. Ouais, ben, je sais aussi pour ce qui est du milieu de l'intervention, le milieu de la santé, tu parles du privé, mais je sais que tout ce qui a été bonification post-COVID et même pendant COVID dans le milieu de la santé, pour certains organismes, entre autres en santé mentale ou en hébergement, eux, c'est par rapport à ça qu'ils doivent se comparer aussi. Là. Exactement. Ça a fait aussi certaines vagues dans certains secteurs, puis ça diminue. Puis on a eu aussi une vague, là, je suis curieux de vous entendre, là, personne n'a parlé d'immigration non plus, là, mais on a eu une certaine vague, surtout dans le milieu de la santé aussi, là, qui a amené un paquet de travailleurs issus de l'immigration dans des secteurs qui étaient traditionnellement pas là, et entre autres en région aussi. Là. Donc Stéphanie, on termine avec toi sur cette question-là. Oui, tout à fait. Ben, moi aussi, je crois qu'on parle moins de pénurie de main-d'œuvre. Je suis d'accord avec mes collègues. Moi, je pense que c'est plutôt aussi une difficulté à recruter selon nos attentes, selon les compétences recherchées. En fait, c'est plus à ce niveau-là. On reçoit des candidatures. Les clients avec qui on travaille reçoivent des candidatures. Par contre, c'est peut-être pas à la hauteur de leur espérance ou de ce qu'ils recherchent. Et tantôt, on va peut-être en parler, mais toute la question de la polyvalence, hein, le rôle est de plus en plus compliqué, autant chez les directions générales que même chez les employés. On doit avoir toutes sortes de compétences clés et c'est ça qui est difficile à trouver chez les candidats. Bon, ben justement, c'est la prochaine question. Ben justement, la polyvalence en OBNL, ça a toujours été nécessaire, surtout pour les postes de DG. Mais là, quand on arrive avec l'intelligence artificielle, les nouvelles normes comptables, les nouvelles lois comme la loi 25, les nouvelles normes de CNESST pour les petites organisations, il me semble que ça devient de plus en plus irréaliste de trouver tout ça dans la même personne. Il me semble qu'on se dirige vers un échec annoncé d'essayer de trouver un DG qui contrôle. Puis là, vous l'avez vu là, à travers mon exercice de cartographie dont je vous ai présenté tantôt, là, ce qu'on cherche, c'est des super-héros pour 60 000 par année qui vont faire du 60 heures semaine. C'est comme, il y a une déconnexion plus grande qu'avant entre la réalité du travail et ce que les conseils d'administration espèrent trouver. Puis on reviendra sur le volet de la gouvernance un peu plus tard, là. Mais je me trompe-tu, Leïla?
Du tout, du tout. Disons que effectivement, les postes de DG ont plusieurs casquettes et ça devient effectivement de plus compliqué ou que ce soit en termes je dirais pas de compétences, mais oui, on ne peut pas connaître tout, malheureusement. On aimerait, mais on peut pas être partout à la fois. Donc, soit on se retrouve à se dire, à déléguer aux équipes où on voit de plus en plus des co-directions ou des co-gestions qui se mettent en place. J'ai même vu des co-gestions, des gestions beaucoup plus par un comité d'employés, là. Ça devient aussi assez courant. Mais pour moi, une personne, ça devient fatigant pour elle aussi physiquement et mentalement d'être au four et au moulin. Donc, oui, la polyvalence devient de moins en moins évidente, pour moi en Vas-y, tout cas. Frédéric, t'es déjà lancé. Ben, en fait, pour continuer dans ce que Léla mentionnait, souvent, nous, quand on est amené à travailler sur un poste de DG, ben, souvent, on va vouloir avoir une spécialisation, peut-être davantage, exemple, philanthropie ou relations avec le gouvernement, selon, évidemment, d'où provient le financement. Il y en a d'autres que ça va être davantage une implication au niveau des activités de l'organisme. Mais c'est vrai que souvent, on demande à la personne d'avoir tous les chapeaux à la fois dans l'ensemble. Mais je pense qu'à la base, c'est important avec le CA d'établir c'est quoi les orientations pour l'organisme et d'avoir une gouvernance qui est claire dès le départ pour la direction en place. Et souvent, nous, on a vu des conflits et, disons, émerger de on pourrait dire, cette dissonance-là entre le CA et la direction générale qui est en place. Donc, je pense qu'à la base, le CA a pour rôle de bien établir quelles sont les priorités, de bien transmettre à la direction générale vers où on veut aller et de voir si la direction générale est en ligne avec ça. Donc, je pense que ça part beaucoup, beaucoup de l'implication du CA là, de ce côté-là. Tu sais, Frédéric, quand je fais mes vœux de bonne année, là, tu sais, puis je fais mes résolutions, là, un des souhaits que j'ai, ce serait que les CA soient plus compétents. Puis à chaque année, depuis 10 ans, je me dis la même chose. Et il y a une des caractéristiques des OBNL, c'est l'accessibilité. Puis quand je t'entends, puis tu mets le doigt sur le bobo, mais d'un côté, on a souvent des candidats qui arrivent qui n'ont aucune expérience avec la gestion d'un conseil d'administration. Puis de l'autre côté, on a souvent des conseils d'administration qui sont souvent, par la somme des gens, moins forts que la personne qu'ils veulent engager. Fait Oui. que dans cette adéquation-là, je ne sais pas, Frédéric, tu peux continuer, puis après ça, je vais demander à Stéphanie si elle a des trucs par rapport à ça, mais c'est une adéquation qu'on retrouve fréquemment, puis c'est souvent dans ces organismes-là que on voit le plus de dépression, on voit le plus de burn-out, on voit le plus de conflits d'interpersonnel qui arrivent aussi. Je suis curieux de t'entendre, Frédéric. Ben, c'est parce que je pense qu'à la base, le CA, souvent, les gens qui sont dans le CA, c'est que c'est des gens qui sont impliqués de façon émotivement avec la mission de l'organisme en soi. Donc, puis souvent aussi la direction générale, là, aussi en même temps. Donc, par rapport à ça, puis là, on peut embarquer dans ce qui est en lien avec l'harcèlement, qui est d'autres questions et tout, là, de la perception des gens de ce côté-là. Mais non, en fait, moi, je serais curieux d'entendre justement Stéphanie par rapport à ça, là, Ouais. donc de son côté. Oui, bien, en fait, tout est une question de rôle et responsabilité. Les CA ont des rôles et des responsabilités, la direction générale en a. Pour moi-même siéger sur des CA, une des choses qu'on remarque, c'est que ça, c'est que les gens s'investissent dans la mission. On est, en tant qu'administrateur, très investi dans la mission, mais on comprend pas très bien souvent le rôle et les responsabilités qu'on a à faire. On est le protecteur de la mission quand on est administrateur. On ne va pas nécessairement aller dans les opérations, hein. Il y a une ligne à ne pas franchir. On est là pour donner des grandes orientations, des stratégies. Euh, pour revenir un peu à la question, les DG débordés, ça demande beaucoup de compétences. Je pense qu'une des clés, c'est justement de s'entourer de gens, membres de CA, avec des expertises différentes. Moi, j'ai remarqué que souvent, les organisations qui étaient capables de faire vivre la mission, puis aussi de travailler en collaboration avec les directions générales, c'est des CA qui étaient diversifiés. Par exemple, je vais prendre mon cas. Moi, je suis souvent sollicitée pour être sur un membre d'un CA parce que j'ai un volet ressources humaines assez fort, d'où à cause de ma profession. Ça, nécessairement, je viens
épauler la direction générale sur certains aspects. Je viens pas faire le travail, mais ils peuvent quand même me contacter pour avoir un feedback, pouvoir échanger. Parce que on se cachera pas, les directions générales, vous êtes seuls. Souvent, là, quand vous vous retournez, là, il y a pas une tonne de personnes à qui vous pouvez ventiler. Fait que une des façons, justement, de s'allier de gens compétents autour de vous là, pour pouvoir réaliser toutes vos fonctions. Fait que ça peut passer par les membres d'un CA, ça peut passer par la délégation à vos équipes, s'entourer d'employés qui sont complémentaires à vous, parce que nécessairement, avec toutes les obligations actuellement, puis ça n'a pas fini là, d'évoluer, vous allez avoir besoin de partenaires là, pour réussir à faire votre fonction. Ouais, puis quand même, le fait d'avoir une petite équipe, tu sais, ce que tu dis, ça se réalise bien quand on a une équipe d'une dizaine, d'une quinzaine, vingtaine d'employés. Mais si on est quatre, c'est plus difficile. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir au mode de travail. Des fois, on est fort sur, oh, faut engager quelqu'un à temps plein tout de suite, plutôt que se dire, est-ce qu'on peut prendre deux pigistes à 20 heures semaine chacun, qui ont chacun des compétences différentes. Fait que la révision des modes de travail, que ce soit la pige, la mutualisation, la délégation, en tout cas, il y a différents modes de travail qu'il faut qu'on réfléchisse pour être justement aller chercher des compétences. Puis pour ce qui est de la compétence OCA, il faut être précis parce que plusieurs d'entre vous subissez votre gouvernance, dans le sens où vous avez une gouvernance 100% démocratique, où les gens, c'est l'AGA qui vous envoie ces administrateurs. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de processus de sélection. Mais quand on subit notre gouvernance, c'est intéressant de commencer à intégrer des volets plus stratégiques à moyen et à long terme, puis d'avoir un système où on intègre des gens qui vont être choisis. En tout cas, c'est ce que moi, je prône dans mes formations sur la gouvernance, là. Mais on a parlé trop rapidement de rémunération tantôt pour dire les OBNL n'ont pas d'argent. Ça, c'est. Tout le monde s'entend sur le fait que c'est peut-être le milieu où la rémunération. Puis là, je prends la rémunération au sens global, qui inclut les régimes de retraite, qui inclut les assurances. Euh, Nous, on a vu, on a fait une édition de l'étude en 2021, on a fait une en 2023, il y avait une progression. Là, on est rendu en 2025. Est-ce que vous observez des changements ou des nouvelles tendances quand il est question de rémunération? Puis je vais même, je vous avais mis une question indépendante, mais je vais même rajouter aussi la gestion des heures supplémentaires. Parce que quand on voit des affichages, on voit de plus en plus de conseils d'administration qui cherchent à remplacer une personne pour se rendre compte que cette personne-là faisait 60 heures semaine, puis que finalement, ça en prend deux, après un deuxième, puis un troisième affichage. Donc, quand il est question de rémunération, où on s'en va, puis comment on peut améliorer notre situation par rapport à ça? Stéphanie, je commencerai avec toi, ce coup-là. Oui, en fait, moi, je remarque que les CA sont de plus en plus sensibilisés à la question de la rémunération et à l'attraction des talents. Justement parce que les directions générales sont débordées. Dans le passé, là, c'est encore le cas, la santé mentale est très importante, beaucoup d'arrêts de maladie chez les directions générales. Donc, les CA sont de plus en plus sensibilisés à la question, un, de payer à la juste valeur la personne à son poste et deux, à la question des heures supplémentaires. Moi, je vois un changement, là, il n'est pas drastique, ceci étant dit, mais je vois avec tout ce qui se passe, une évolution au niveau des CA pour offrir des conditions de travail un peu plus justes et équitables. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire appel à des firmes externes pour avoir justement des études salariales pour évaluer le marché. Puis Espace OBNL font une très belle étude aussi qui aide, je pense, les directions générales à négocier leurs conditions de travail. L'autre chose, c'est d'essayer d'aller dans l'innovation, d'offrir d'autres types de conciliation. Puis au niveau des heures supplémentaires, on le voit là, de plus en plus, la reprise de temps est permis. Puis dans les affichages maintenant et dans le recrutement aussi, on le spécifie, on est beaucoup plus ouvert, je crois, à faire de la conciliation de travail vie personnel, justement parce que vous êtes appelé à travailler de soir, des fins de semaine, beaucoup d'heures. Donc, il y a un mécanisme qui est en train de s'instaurer de reprise de temps de plus en plus fréquent. C'est ce que j'ai remarqué. Frédéric? En fait, ben, Stéphane, pour continuer sur ce que tu disais, tantôt, nous, une situation qu'on voit souvent quand on commence à travailler avec un OBNL pour un poste de DG, c'est que souvent la personne qui était là ou qui est encore là, ça fait 15, 20 ans, 25 ans que la personne est là, qui est impliquée au niveau de la mission vraiment. Et là,
Là, on demande au CA, bon, qu'est-ce qu'on regarde comme fourchette salariale? Et là, on se retrouve à être 10, 15, 20 000 en bas du marché actuel. Donc, ça, c'est vraiment une situation qui est récurrente, qui revient régulièrement. Je pense que la première chose pour les OBNL qui veulent embaucher une nouvelle direction générale ou même peu importe le rôle, c'est d'être au courant du marché dans son secteur, dans sa région et de voir est-ce qu'on est compétitif ou non. Et là, je ne demande pas d'aller, je parle pas d'aller dans de la surenchère, de payer vraiment plus que les autres, de simplement être compétitif pour avoir une chance d'avoir une ressource intéressante. Donc, ce serait vraiment, selon moi, le premier élément à voir de ce côté-là. Tu parlais évidemment qu'il réalise que la personne, ça fait 15-20 ans qu'elle est là, puis qu'elle faisait 60 heures semaine et tout, le niveau d'implication. Je dirais pour les rôles de direction générale, souvent les gens le savent qu'ils vont être amenés potentiellement à faire des heures supplémentaires de ce côté-là. Donc, souvent, et même, on parlait de la question du télétravail. C'est pas des gens nécessairement, nous, qu'on voit de notre côté, qui vont demander le télétravail parce qu'ils savent qu'ils doivent avoir une présence physique sur les lieux de travail. Donc, par rapport à ça. Donc, au niveau des conditions de travail, moi, je pense que le point important actuellement, où il y a un décalage pour plusieurs OBNL, c'est la rémunération et il faut pallier à cet élément-là avant même de vouloir embaucher une ressource intéressante. Oui, puis je pense faut comprendre une chose aussi, la rémunération, c'est pas une job de 12 mois. Dans le sens où actuellement, ce que je constate sur le marché, c'est que les DG, puis là, les DG qui sont en salle, vous penserez à vos cas particuliers, on est souvent dans un horizon de renégocier notre contrat à chaque mois, à chaque année, pardon, sur une base souvent aléatoire. Tandis qu'on va avoir souvent une politique de rémunération globale de nos employés qui s'effectue dans le temps, qui est prévue sur 2, 3, 4 ans, mais on ne l'a pas pour les DG. Fait qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait une discussion sur la valeur de mon travail. Faut que je retombe en négociation émotive à chaque année. C'est démobilisant, c'est épuisant aussi, plutôt que de régler les salaires sur 2, 3 ans. Premier facteur. Le deuxième facteur aussi, c'est qu'on se rend compte aussi que beaucoup de DG, euh, entre ce qu'on leur a vendu et la réalité, c'est deux choses différentes. Donc, il y a aussi, quand tu commences à rentrer dans une organisation où puis très souvent, c'est accompagné d'un manque de coaching et d'accompagnement au début. Fait qu'on te donne les clés de l'organisation. On dit, ben, c'est à toi de faire rouler. Puis là, tu trouves tu ouvres les placards, tu trouves les squelettes, tu te rends compte des problèmes. Puis là, c'est plus la même réalité, puis ça ne demande plus le même investissement de temps, mais tu es pris avec tes conditions aussi. Ce que je vois aussi, puis ce que l'étude nous a démontré, c'est qu'il y a une augmentation tranquillement, pas vite, dans certains secteurs, pas dans tous les secteurs, de la bonification. Ce qu'on a vu très peu dans l'étude en 2021, on l'a vu en 2023, il y a une augmentation de la bonification, surtout pour les DG qui ont un volet de développement de nouveaux revenus à faire aussi. Fait qu'il y a, il y a quand même d'autres petites tendances qui sont là. Je vais revenir sur une des questions qui a été posée, qui est un commentaire, puis les rôles et les responsabilités, je veux juste que tout le monde soit très conscient que l'administrateur moyen, quand il arrive sur sa première rencontre de CA, il n'a jamais été formé sur comment ça devrait fonctionner. Et ne sachant pas comment ça devrait fonctionner, vont souvent prendre leur premier réflexe. Et ceux qui sont sur des CA depuis 20 ans n'ont pas compris comment ça a été modifié dans les 10 dernières années aussi. Fait qu'au-delà d'un document qui dit quoi fait qui fait quoi, ça prend surtout une formation par rapport à ça. Et finalement, il y a un autre questionnement que je trouve absolument important d'adresser. Puis là, je vais te poser la question par rapport à ça aussi. C'est que beaucoup d'organismes vont effectuer la rémunération en fonction des montants disponibles et non pas en fonction du marché. Comment on sort de cette situation-là? Parce que on s'entend, là, les 3 dernières années, on a eu 18 d'inflation, si on calcule les 3 dernières années, dont une année à 8, presque 9 il y a 2 ans. On faut qu'on soit dans une augmentation d'à peu près entre 10 à 20 là, pour les 3 prochaines années de nos salaires. Quand je dis ça à des conseils d'administration, ils me regardent avec des gros yeux. Oui, mais on n'a pas l'argent pour. Donc, ça devient quoi? Est-ce que ça devient le rôle du CA d'amener une vision stratégique pour aller chercher plus de revenus et arrêter de dépendre d'un seul subventionnaire? Ou qu'est-ce que vous en pensez, Laila?
En fait, je suis d'accord avec toi, Stéphane, dans le sens où actuellement, la majorité des OBNL dépendent de subventions uniques, on va dire. Elles sont, on va pas 75, aller, Martin. Non. on va pas faire comment dire, de philanthropie ou aller nous-mêmes démarcher, chercher. Donc, pour pouvoir aller faire cette partie-là, de pouvoir budgétiser sur plusieurs années et avoir ce type d'augmentation, c'est sûr qu'il faut diversifier nos rentrées d'argent et nos revenus. Donc, ne pas dépendre uniquement des mêmes subventions, mais plus aller sur du long terme et faire plus de demandes, selon moi. Oui, puis Plus on privé. s'entend, là, Voilà. les nouvelles qu'on a pour le budget qui s'en vient au début avril, là, il n'y a pas d'augmentation. On parle principalement de la stagnation, puis une augmentation des besoins. Il va peut-être avoir certains secteurs qui vont être plus gâtés que d'autres, là. Et globalement, si on regarde, tu sais, on a le milieu de la culture qui demande plus d'argent, on a le milieu communautaire qui demande plus d'argent, on a le milieu de la santé qui demande tu sais, tous les milieux crient en disant mais il n'y en aura pas pour tout le monde, là. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine. Ben, puis c'est un petit peu, là, je vais être franc avec vous, c'est un petit peu l'axe de notre webinaire du 28 mars, là, donner des solutions par rapport à ça, là. Mais je suis curieux de vous entendre aussi, et Frédéric, ou peut-être plus Stéphanie, sur cet aspect-là de la rémunération reliée à la bonification ou reliée à l'atteinte d'objectifs quantifiables. C'est pas une pratique qui est très encore vue, là. On a encore de la misère avec l'installation des KPI, là, tu sais, des indicateurs de rendement puis de l'efficacité, là. Oui, oui, tout à fait. Dans les OBNS, c'est comme quelque chose qui est émergent, la bonification. Pourtant, au privé, ça fait longtemps que ça existe. Puis, ben, il y a beaucoup de directions générales aussi qui sont pas très chaudes des fois à l'idée de la bonification parce que qui dit bonification vient justement avec une évaluation des KPI. Bon, nécessairement, si on vous donne une bonification, c'est parce qu'on va vous mesurer sur quelque chose, un résultat. Et souvent, ben, ça amène un autre style de gestion. Fait que ça amène un changement assez drastique dans la façon de gérer puisque justement, on n'est pas habitué de quantifier ou de mettre en place des KPI pour mesurer. Hein. On est souvent dans le communautaire, on est plus dans la bienveillance, dans le côté social. On dirait que ça vient un peu nous dénaturer de dire, ben, comment je peux faire justement, je vais me faire évaluer, sur quoi je vais me faire évaluer, ça me prend des statistiques. Mais en même temps, j'ai goût de vous dire, c'est une excellente façon justement de montrer vos qualités de gestion. Et les CA, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des résultats. Donc, beaucoup plus facile de demander une bonification puisque ça va être de dire, ben oui, ça va être relié sur un résultat. Donc, c'est très objectif. Par contre, je vous invite à vous faire accompagner là, pour monter la structure là, de la bonification parce que ça doit être simple, ça doit être cohérent, ça doit être clair. On doit être capable aussi d'aller chercher l'information de façon juste. Donc, ça prend de l'objectivité. Mais ça fait en sorte que ben, les directions générales vont toucher des bonifications. Ça vient augmenter nécessairement la rémunération. Fait que pour moi, c'est une excellente façon d'aller chercher un petit plus au salaire. Frédéric? En fait, je dirais que Leila et Stéphanie ont très bien résumé la situation. Pour revenir un peu sur ce que Stéphanie mentionnait, c'est important que si on rentre un système de bonification comme on va retrouver dans le privé, il faut que ça soit bien structuré, il faut que ça soit clair également au niveau des objectifs, ou sinon ça va engendrer des frustrations et ça va devenir un outil négatif davantage de ce côté-là. Donc, si on va de l'avant avec la bonification, il faut que ça soit bien monté, que ce soit clair et bien structuré dans l'ensemble. Ouais, mais je veux juste faire un petit aparté, là, parce que plusieurs d'entre vous ramenez la rémunération à vos conditions. L'écosystème de financement des OBNL, là, il y a plus d'une trentaine de sources de revenus disponibles. Il y en a de l'argent. Sauf que faut que ça devienne une priorité de votre organisation. Il faut que ça fasse partie de la culture de l'organisation. C'est pas l'état financier dans lequel vous êtes actuellement au niveau de la rémunération, c'est pas un état de fait. C'est un état que vous pouvez changer. Parce que beaucoup d'organismes l'ont fait. Là, je vous ai mis l'écosystème financier, là. Il y en a de l'argent, il faut juste aller la chercher, puis il faut que ça devienne une priorité, autant du conseil d'administration que de l'équipe, de se déployer pour aller la chercher. Donc, ceux qui l'ont fait sont justement dans les organismes actuellement qui ne sont pas ceux qui sont problématiques en termes de rémunération. Puis je vous dirais, ça fait partie de ceux qui ont souvent les bonnes pratiques en termes aussi d'avantages sociaux. Parce que
On parle de rémunération, là, mais quand on regarde les chiffres au niveau des régimes de retraite puis des assurances collectives, là, ça fait pitié aussi, là. Tu sais, on est à plus de 50% des OBNL qui n'ont pas de régime de retraite, puis on tourne autour du 60%, pardon, du 40% qui n'ont pas de régime d'assurance collective. Fait qu'on a, dans ce volet de la rémunération-là, là, on a des efforts et il faut que ça vienne une commande d'organismes aussi. Je pense faut que là-dessus, ça soit pris en considération, qu'il y a des sources de revenus disponibles. Puis là, regardez bien, ben, faites attention au langage, là, je ne parle pas de financement, je parle de revenus. Mais d'ailleurs, on a parlé beaucoup de recrutement, mais on n'a pas parlé beaucoup de fidélisation et de développement des talents. Moi, je me rappelle très bien qu'il y a 30 ans, on disait que les baby boomers s'en allaient à la retraite. Pourquoi on a une crise de main-d'œuvre quand on le sait depuis 30 ans? Puis quand je regarde les plans de développement de talent à l'interne, quand je regarde la culture de beaucoup d'OBNL qui vont vers un recrutement externe avant de développer les gens qui ont à l'interne, il me semble que ça ne fait pas de sens. Leïla, t'en penses quoi? Euh, Effectivement que pour la plupart de mes clients, je vais dire au BNL, là, quand je vais les accompagner, je me rends compte que ils recrutent une personne parce qu'ils ont un besoin là, disons plus pour hier que pour la semaine prochaine. Donc, le fait de mettre en place un plan d'intégration, de formation, ça ça prend du temps et ils savent pas forcément par où commencer et comment le faire. Pourquoi? Parce que très souvent, les candidats, ben, on recherche des candidatures on va pas forcément aller chercher une personne d'une université bien particulière avec un diplôme bien particulier, là. Donc, on est obligé de leur, de préparer, de les monter en compétences. C'est, c'est plus en termes de temps, je dirais. Pourquoi? Parce que la personne qui va former ce candidat-là, en interne, ben, généralement, c'est la direction générale ou, ou un coordinateur. Et on est tellement dans l'opérationnel et dans les tâches au quotidien qu'on a moins de temps pour former et pour accompagner les personnes en interne. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher une personne à l'externe. Alors que ça serait beaucoup plus avantageux de prendre un moment, faire un plan de formation et de développement pour les employés et de pouvoir aller recruter à l'externe vraiment en dernier recours. Oui, puis il y a un manque de culture aussi. Quand je parlais de capital humain au sein du conseil d'administration, la commande du développement de connaissances ou la commande de culture de l'organisation, ça vient du CA, là. Donc, les CA qui n'ont pas de conseil, qui n'ont pas de comité RH ou de comité de capital humain, là, très souvent, ils partent avec une prise au bâton parce qu'ils n'ont pas cette culture-là de favoriser à l'interne. Puis, juste un petit aparté encore sur la gouvernance. Ben, c'est ce que moi je fais chez Espace OBNL, la formation en gouvernance, là, vous m'excuserez, là. Mais le volet, c'est pas vrai que la seule responsabilité du CA, c'est d'engager, évaluer puis accompagner le DG. Il y a tout un autre volet de priorisation, de stratégie, de choix à faire. On va y venir tantôt quand on va parler de DI aussi, là. Mais c'est des choix qui sont faits en termes de gouvernance pour orienter l'organisation aussi. Stéphanie, voulais-tu rajouter quelque chose par rapport à ce volet-là, la fidélisation et rétention? Oui, en fait, je pense que c'est une question de proactivité aussi. Puis, ben, je suis d'accord avec Leïla, c'est que les gens à l'interne n'ont pas beaucoup de temps, mais si vous saviez le nombre d'avantages et de bénéfices que vous auriez à justement planifier votre main-d'œuvre, planifier étant pas juste qui je vais engager, mais voir vos besoins en compétences. Puis, d'emblée de jeu, tantôt, au départ, moi, j'ai dit, puis on était tous d'accord de dire, ben, non, il n'y a pas tant de pénurie de main-d'œuvre. C'est plus qu'on recherche des gens qui ne sont peut-être pas sur le marché clé en main. Mais imaginez-vous, vous les engagez, ces gens-là, vous les incluez dans votre organisation. Puis, ben, vous les formez plus ou moins parce que vous manquez de temps. Ben, nécessairement, ces gens-là ne vont pas se développer. Nécessairement, c'est vous qui allez avoir la tâche parce que vous êtes un expert dans votre domaine. Donc, vous allez prendre les tâches, vous allez être surchargé. Vous allez être surchargé, vous allez avoir de la difficulté à livrer. Vous voyez un peu, c'est comme un cercle vicieux. C'est important de faire des plans de développement de compétences, d'amener vos ressources à grandir à l'interne. Et ça se fait très facilement. C'est pas des processus qui sont extrêmement compliqués. Ça demande uniquement un peu, j'ai goût de dire, le goût de partager votre savoir avec vos employés. Puis aussi, ben, ça les valorise, ça va les garder.
allumé, engagé envers votre organisation. Et nécessairement, quelqu'un qui a un plan de développement de compétences, bien, il va vouloir rester dans votre organisation, fait que ça va avoir un impact sur votre rétention. Ouais, c'est la deuxième ou troisième motivation après le salaire, hein, le développement personnel dans un emploi, si ma mémoire est bonne, là, ça tombe dans les top priorités, puis souvent on l'oublie. Je suis curieux de vous entendre aussi. On voit nos voisins du Sud, là, les Américains, qui font disparaître de plus en plus les programmes d'équité, diversité et inclusion. Puis ça, ça a l'air d'être un mouvement de fond. On commence à voir certaines institutions canadiennes, peut-être pas québécoises, mais canadiennes, de ce côté-là. Moi, je suis curieux de vous entendre. Qu'est-ce que vous voyez? Puis Frédéric, on va commencer avec toi. Dans tes commandes de la part de tes clients, as-tu vu un changement par rapport à ça dans les derniers mois, là? Ben, en fait, je pense qu'il faut commencer pour dire qu'on n'est pas les Américains et surtout pas l'Amérique dans ce moment. Ici au Québec, on est vraiment différent là, de ce côté-là. Puis moi, personnellement, que ce soit au niveau du privé, que ce soit au niveau des OBNL, j'ai vu aucun changement de ce côté-là dans l'ensemble. Donc, pas de commande particulière là, ou quoi que ce soit. Moi, de notre côté, il n'y a eu aucune modification. Puis de toute façon, même si les entreprises prenait cette direction-là, au niveau de l'image de marque de l'organisation, ça ferait uniquement que les affectés, soit à court, moyen, long terme. Moi, je prends souvent l'exemple de Google aux États-Unis, qui se sont toujours qualifiés comme une entreprise progressiste, et que là, quand on voit que l'argent est impliqué et tout là-dedans, là, oups, là, on laisse tomber, mais ça va les affecter à moyen et à long terme là, de leur côté, parce que là, quand ils vont se retrouver dans un contexte où ça va être la pénurie de main-d'œuvre, mais là, les gens vont s'en rappeler de quel côté vous avez pris, vous, dans telle ou dans telle période. Donc, moi, personnellement, que ce soit au privé, que ce soit auprès des OBNL, j'ai vu vraiment aucun changement de ce côté-là. Puis je pense pas particulièrement au niveau des OBNL qu'il va y avoir un virage là, par rapport à ça. Là. Moi, c'est mon opinion par rapport à ce qu'on voit et mon équipe de recruteurs là, aussi. Là. Est-ce que pour vous deux, Laila et Stéphanie, vous voyez quelque chose de différent de ce que Frédéric vient d'annoncer? Pour ma part, non, moi aussi, je vois pas d'enjeu. Les clients sont très ouverts, sont pas du tout comme nos voisins, effectivement, dans le sens que ça change rien. J'ai l'impression qu'on continue à faire le même bon travail avec la même ouverture présentement. Laila? Même chose, j'ai pas vu de changement, même si les OBNL n'ont pas forcément de politique EDI mis en place comme les grosses entreprises là. Mais disons que je vois plus en interne que c'est beaucoup plus commun. Donc, c'est comme si on n'a pas besoin de mettre une politique en place parce que c'est le cas. C'est comme ça qu'on fonctionne, où on n'a pas besoin d'imposer aux employés ou à l'interne cette politique parce que c'est déjà dans la culture, en fait. Donc, on en parle moins. Donc, mais j'ai pas vu de changement en tant que tel. On va aller ailleurs un petit peu, on va tomber dans le plus quotidien de la chose. Je ne sais pas, en tout cas, de manière générale, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'agressivité. Tu sais, j'ai vu des DG dernièrement se faire attaquer sur les médias sociaux quand c'était des positions d'organisation. On voit du manque de respect. On voit que les participants, les usagers, les membres ont des attentes des fois réalistes aussi. On s'attend à la perfection, puis peu de marge d'erreur. C'est quoi les pratiques qu'on devrait mettre en place dans le milieu de travail pour protéger nos équipes, mais se protéger aussi en tant que gestionnaire au niveau du harcèlement, du service client, puis du respect envers les gens qui interviennent, là. Je veux surtout avoir votre opinion, là, mesdames. Stéphanie, je vais commencer avec toi, là. Oui, ben en fait, c'est vrai, effectivement, le contexte amène beaucoup de stress, d'anxiété chez les équipes, mais même aussi chez les usagers, les clients. Donc, on dirait un peu à fleur de peau hein, avec tout ce qui se passe, c'est que ça amène des mauvais comportements. Ben, une des choses que j'ai goût de vous dire, c'est du courage managérial, là, ça en prend. Ça prend une prise de position ferme de la part des CA, de la part de la direction générale. Ça part vraiment d'un système de gouvernance qui va dire, ben nous, c'est tolérance zéro.
Moi, je vous invite fortement, là, justement, à avoir des politiques, des procédures en ce sens-là. Tout ce qui touche l'agressivité, la violence, l'harcèlement, ça devrait être tolérance zéro. Fait que ça prend du courage de faire vivre justement ces politiques-là. Une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on rédige la politique qui est obligatoire en vertu de la loi, puis en matière d'harcèlement, puis là, on la met sur la tablette. Mais vous savez, l'employeur a deux obligations. Il doit faire cesser et prévenir tout ce qui est l'harcèlement au travail. Puis l'harcèlement au travail, ça comprend aussi les gens à l'externe, les partenaires, et les Ouais. fournisseurs et tout ça. Donc, c'est vraiment, ça devrait être dans votre ADN d'organisation que de ne pas tolérer ces comportements-là et de vous faire appuyer fortement par votre conseil d'administration. Il existe toutes sortes de façons de faire, hein, des ateliers, des formations, des discussions de groupe. Moi, je vous invite aussi à partager et à travailler en collaboration avec vos employés sur tous ces aspects-là. Et ben, comme toute politique, il faut la faire vivre. Fait qu'il faut la remettre régulièrement dans vos rencontres d'équipe, en reparler, puis gérer. Il faut gérer ces cas-là. Il ne faut pas les laisser faire. Non, puis je vais juste peut-être rajouter, puis en même temps, on va aborder une question que j'avais déjà mis, mais qu'on va combiner, là. Faut être conscient que dans les scandales qu'on a vus dans les médias, puis je vais en nommer deux, là, la Fondation du docteur Julien puis le Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a des cas, on retrouve régulièrement dans des scandales dans les médias des cas de harcèlement psychologique. Puis je sais très bien que moi, j'ai quotidiennement des DG qui sont dans une position de conflit avec leur conseil d'administration, surtout avec des changements de présidence ou des changements de garde, puis là, ça ne fonctionne plus. Comment, là, tu as ouvert la porte, puis je vais être content d'entendre Leïla puis Frédéric, si tu as de quoi ajouter. Comment on peut justement implanter une culture qui ne tolère pas le harcèlement comme gestionnaire si c'est OCA que c'est le problème, si c'est la gouvernance qui est le problème aussi, puis si c'est le manque de respect envers les employés. Puis je veux rajouter une couche de capital humain qu'on n'a pas parlé qui s'appelle les bénévoles. Dernièrement, j'ai encore des cas de jeunes demoiselles qui se trouvent à devenir responsables d'une équipe de bénévoles d'hommes plus âgés, des problèmes de harcèlement, de sexisme à travers des bénévoles. On n'est même pas dans la dynamique des employés, là. Comment on équipe? Qu'est-ce qu'on met en place pour se protéger là-dedans, Leïla? Disons que c'est beaucoup de sensibilisation, que ce soit au niveau du conseil d'administration, des bénévoles, des employés. Je rejoins aussi Stéphanie, c'est dans ce qu'elle disait, courage managérial. Donc, dès qu'il y a une situation, l'arrêter tout de suite et limite le partager des cas concrets qui se sont passés et comment on pourrait, dans le cas où une autre personne, il y a une situation pareille, parce que des fois, on fait face à ce type de situation, mais on n'en parle pas. Je trouve que c'est beaucoup plus grave que la personne qui en parle, c'est de garder pour soi. Donc, le fait de voir son gestionnaire ou un collègue qui a eu une situation similaire et qu'on a réussi à passer outre et l'arrêter, ça encourage aussi l'employé à dire, bah, mon gestionnaire ou mon employeur ne me laissera pas tomber vis-à-vis d'une situation pareille. Il faut Donc, aller plus loin. Pas juste les et- employés, mais au conseil oui, d'administration. oui, oui, Tu sais, je oui, regarde je les deux suis. cas dont j'ai parlé tantôt, dans les questionnements de gouvernance qui ont lieu après, il y a des administrateurs qui se sont tus, mais qui n'auraient pas dû le faire, là. Fait que, il y a aussi ça. Stéphanie, tu voudrais rajouter quoi? En fait, c'est une responsabilité partagée. Puis, pour les membres du conseil d'administration, ça devrait être dès le départ, quand on embarque sur un conseil d'administration, on devrait être sensibilisé à la question de l'harcèlement, agressivité, propos diffamatoires. Il s'en passe beaucoup de choses, hein, des fois, dans un CA. Ça peut aller assez rapidement dans toutes sortes de directions. Donc, c'est encore là le rôle, je pense, de la direction générale avec le président du CA, de sensibiliser les autres administrateurs. C'est vraiment une question de prévention. Puis j'ai aimé le commentaire de Léla de dire ben, des cas concrets, parce que quelque chose qui est acceptable pour moi ne l'est pas peut-être pour l'autre. Donc, de mettre concrètement qu'est-ce que c'est les comportements acceptés, que ce soit au CA ou dans vos milieux de travail.
Frédéric, est-ce que tu rajouterais quelque chose là-dessus? Ben, en fait, ça a été tellement bien résumé par Stéphanie et Léla que nous, en fait, ce qu'on avait proposé à un CA à un moment donné, c'est que de créer un canal de communication entre les employés et le CA. Parce que nous, les cas qu'on a eus d'harcèlement ou d'intimidation, ça provenait davantage de la direction générale. Donc, et là, puis c'est pas toujours le cas, là, évidemment, là, ça dépend vraiment des situations. Non, mais Euh, on s'entend, Frédéric, que le DG, c'est un filtre. Un Tout filtre à entre les fait, employés et le CA. c'est Fait que ça. s'il y a pas une méthodologie de communication qui permet, tu sais, ne serait-ce qu'un questionnaire en ligne anonyme une fois par 2 mois, ou tu sais, il y a différentes solutions. Là, je suis dans les consultants en RH pour installer cette communication-là, Oui, qui est une communication de vérification. Parce que la responsabilité, c'est s'assurer de l'état de santé de son personnel. tout à Fait qu'il y fait. a une responsabilité au CA par rapport à ça, là. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'était ça l'objectif. Puis tu donnais des exemples. Là. Souvent, on retrouve des gens qui sont tellement impliqués dans leur mission émotivement ou que eux s'attendent au même genre d'implication de la part de leurs employés, ce qui amène une pression immense auprès du reste de l'équipe en soi. Et c'est là qu'on arrive à des épisodes d'harcèlement ou donc parce que fait pas assez d'heures, pas assez d'implication et tout, s'attend à ce qu'il en donne plus. Donc, de ce côté-là. Ça fait que non, je pense que ça a bien résumé dans l'ensemble. Oui, puis tu sais, justement, Marianne pose la question, est-ce que le CA a le mandat de prendre le pouls des employés autres que le DG? Oui, 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 ça fait partie de sa responsabilité à travers son comité de ressources humaines de déployer un outil. La plupart du temps, c'est un questionnaire anonyme en ligne, là. Je pense qu'il y a différentes solutions là, qui sont mises en place par les différents. Ben, vous êtes des consultants, là, vous les connaissez, les solutions, plus que moi, là. Mais ça peut être juste un Google Form anonyme qui est fait auprès des employés 2, 3 fois par année pour mesurer l'état d'esprit puis l'état de santé. Mais même là, les conseils d'administration ont des indicateurs. Si vous voyez que le nombre de départs, si vous voyez les congés de maladie, il y a, tu sais, à travers certaines informations, vous allez voir qu'il y a de quoi qui cloche aussi, là. Fait que oui, vous avez pas une responsabilité de supervision directement, mais le conseil d'administration a une responsabilité globale sur l'état de santé. Fait que la dynamique est au macro par rapport au micro, par rapport au stratégique et à l'opérationnel, là. Mais il y a quand même une responsabilité au CA. Parce qu'en plus, au niveau des responsabilités des administrateurs, le respect des normes du travail, c'est une responsabilité personnelle. Vous pouvez être poursuivi parce qu'il n'y a pas eu de respect des normes du travail. Fait que ça, il y a beaucoup d'administrateurs qui ne sont pas nécessairement qui sont conscients de ça. Puis Jonathan, ton commentaire sur que les employés se plaignent que le CA n'est pas aussi rapide que ce qu'ils veulent, c'est normal parce qu'ils ne se connaissent pas. Dans les pratiques de gouvernance, une fois par année, on fait une rencontre sociale entre l'équipe et les employés. Parce que sinon, le CA, pour beaucoup d'équipes, pour beaucoup de gens, là, c'est une entité bizarre qui siège au haut de l'organisation, qui prend des décisions qui les affectent, mais qui ne connaissent pas les opérations. Puis c'est normal. Monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas le fonctionnement d'un OBNL. Même les employés qui travaillent dans les OBNL connaissent souvent pas le fonctionnement. Encore là, il y a de la formation à donner par rapport à ça. Écoutez, il nous reste un petit 5 minutes. Je serais curieux de vous entendre si vous aviez un conseil à donner quand il est question du capital humain en 2025, ça serait quoi? Léla, je vais commencer avec toi. Disons, je dirais prendre soin de soi et de ses employés, du capital humain en lui-même là, parce que c'est notre capital humain, c'est grâce à ça que ça fonctionne, que ça roule au quotidien, qu'on fait avancer les projets, qu'on fait avancer les missions et la cause pour laquelle on travaille là. Et donc, c'est vraiment prendre soin d'eux, que ce soit dans leur bien-être en entreprise, mais aussi le développement de leurs compétences. Comme ça nous évite d'aller chercher des compétences externes. Parce que des fois, les employés ou les équipes là ont des compétences qu'on n'utilise pas actuellement. Donc, aller les chercher et les développer, ça aide énormément. Frédéric. Moi, je dirais de revoir la stratégie de rémunération au niveau des organismes. On voit trop d'organismes avec qui on travaille qui perdent leurs ressources à cause que leur stratégie, au niveau de la rémunération, ils ne sont pas compétitifs. Malheureusement, c'est pas l'élément principal, évidemment, que les gens vont regarder, mais
Si il y a un décalage qui est trop grand entre ce que l'on offre et ce que le marché offre, inévitablement, les ressources vont quitter de ce côté-là. Donc, je crois que c'est un élément. Puis là, depuis les dernières années, je dirais, depuis la pandémie, peut-être un petit peu après, là, il y a eu vraiment un changement de ce côté-là. Certains ont suivi, certains non. Donc, je pense qu'il doit y avoir des ajustements de ce côté-là. Oui, puis ça amène un changement de culture, parce qu'il faut une sensibilisation aux autres sources de revenus. Oui, Donc, puis il faut que. Puis moi, je suis toujours un petit peu déçu de beaucoup d'organisations qui, dans leur planification stratégique, ne mettent pas l'amélioration constante de la rémunération. Ça devrait être un objectif stratégique d'organisation pour toutes les OBNL parce qu'on est soit en retard, soit on a une augmentation qui s'en vient, qu'on a besoin, c'est constant. Ça devrait toujours être là, à ce niveau-là, là. Stéphanie. Oui, ben en fait, moi, je pense que la cohérence devrait être partout dans les organisations. Donc, pour justement favoriser la rétention du capital humain, soyez cohérents et ouverts aux nouvelles façons de faire parce que le marché a très, très évolué. Des fois, on dit que c'est le CA qui veut pas évoluer, mais des fois, c'est les directions générales aussi qui sont habituées dans une façon de faire. Je pense que dans le contexte actuel, c'est que c'est vraiment important d'avoir de l'ouverture. On entend souvent parler des jeunes qui rentrent dans les marchés de travail. On chiale un peu après eux parce qu'on dit ils sont pas comme nous, ils sont ci, ils sont ça. Ils ont plus de cœur à l'ouvrage. On en entend beaucoup C'est parler. c'est justement Mais, la dernière question qui vient de rentrer dans le chat, ah oui, bon, ben, le défi non, générationnel, pardon. exact. Mais ça va vous demander de l'ouverture parce que nos jeunes, là, ben, on peut pas les gérer comme Non. nous, on gère d'autres personnes là, d'une autre génération. Fait que c'est de l'ouverture puis de la cohérence parce que justement, nos jeunes, ce qu'ils recherchent, là, c'est quand on dit quelque chose, est-ce qu'on le fait vraiment? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de cohérence qu'on doit mettre dans nos structures et de l'ajustement parce que nécessairement, le monde du travail est très, très évolué. Fait qu'il faut ajuster nos pratiques, il faut ajuster notre rémunération, il faut ajuster notre façon d'évaluer. On est vraiment dans puis moi, je trouve ça beau, là. En fait, je trouve ça encourageant. Faites aller votre créativité, votre agilité. C'est le temps, là, d'embarquer dans une nouvelle façon de faire. Mais tu nommes un gros problème de gouvernance parce que les conseils d'administration sont rarement jeunes. Donc, ça crée des biais, ça crée des problèmes. On appelle ça des biais en gouvernance, là. Ça crée des problèmes de culture, puis ça crée une déconnexion aussi, là. Quand on parle de variété au conseil d'administration, les jeunes font partie d'un des éléments qu'on devrait intégrer. Puis si on regarde les conseils d'administration des sociétés publiques, là, ça a été considéré, il y a au moins un administrateur de moins de 35 ans obligatoirement sur les CA, là. Fait que, tu sais, on commence à voir que c'est devenu une priorité dans certains cas, puis peut-être pas partout, mais le défi générationnel, c'est pas la même chose pour tout le monde, on va s'entendre. Souvent, on veut globaliser, mais on s'entend qu'il y a des défis il y a des priorités qui ne sont plus les mêmes. Tu sais, quand je parlais des heures supplémentaires, en général, si tu dis à un employé qui va faire 35 heures, puis finalement, au réel, tu lui en demandes 50, il ne restera pas longtemps. Puis ils ne sont pas attachés à l'organisation autant que certains types de travailleurs l'étaient plus. Fait que donc, une mobilité, on ne peut pas s'attendre à les avoir 10 ans de temps. Tu sais, il y a plein de raisons, effectivement, là, mais ça pourrait être un webinaire en soi au complet, effectivement, là-dessus. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation ce matin à vous trois. J'espère que pour ceux qui écoutaient, vous avez apprécié. Pour ma part, je trouve ça toujours intéressant de voir qu'il n'y a rien de statique. Tout évolue. Je pense que c'est la seule certitude qu'on a dans la vie. Puis ce matin, c'est une belle preuve aussi, là. Ce qui était vrai il y a 8 mois, un an, là, en termes de pénurie de main-d'œuvre, c'est moins le cas, mais il y a beaucoup d'autres défis qui s'en viennent, puis il va falloir s'ajuster et les prendre en considération parce que les OBNL, c'est un travail humain avant tout. On n'est pas sur une chaîne de montage, on fabrique rien, on est dans la relation humaine du début à la fin. On travaille avec des bénévoles, on travaille avec des humains, on influence des humains, on vient soulager des humains aussi. Fait que la dynamique du capital humain est super importante, puis elle devrait être au centre de nos priorités. Donc, je vous remercie vous trois. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous revois dans une autre de nos activités prochainement.